La célébrité peut sembler éternelle, mais la vie ne l'est pas. Des femmes qui ont brillé sur les écrans, sur les scènes et en couverture de magazines, admirées par des millions de personnes, cachaient en coulisses une bataille silencieuse et dévastatrice. Une maladie qui ne choisit ni les beaux visages, ni les noms célèbres, ni les fortunes. Le sida est arrivé sans prévenir et a emporté avec lui des histoires que le monde tente encore aujourd'hui de comprendre. 10 femmes françaises, qui furent autrefois des icônes, ont vu leur vie se transformer en une lutte quotidienne pour la survie. Certaines l'ont cachée jusqu'à la fin, d'autres l'ont affrontée avec courage, mais le résultat a été le même. Si vous voulez savoir qui étaient ces femmes, ce qu'elles ont vécu et comment la maladie a tout changé pour elles, alors cette vidéo est faite pour vous. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun contenu comme celui-ci. Numéro 1. Juliette Gréco. Juliette Gréco est un nom que beaucoup associent immédiatement à la culture française. Née en 1927 à Montpellier, elle traverse les décennies en laissant une empreinte profonde dans la musique et le cinéma. Contrairement aux autres histoires racontées jusqu'ici, la sienne ne commence pas dans l'ombre, mais dans une lumière durable. Très jeune, sa vie est marquée par des événements forts. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle connaît des épreuves difficiles, notamment liées à sa famille. Ces expériences forgent son caractère. Elles lui donnent une profondeur qui se ressentira plus tard dans sa voix et dans sa manière d'interpréter. Dans les années 1950, elle devient une figure centrale de la vie intellectuelle parisienne. Elle fréquente les artistes, les écrivains, les penseurs. Elle chante des textes écrits par de grandes plumes. Sa voix grave, son style unique et sa présence font d'elle une icône. Sa carrière est longue, très longue. Elle enregistre des centaines de chansons, monte sur scène pendant des décennies, joue au cinéma, voyage. Elle traverse les époques sans jamais disparaître. Peu d'artistes peuvent en dire autant. Mais si son nom apparaît ici, ce n'est pas pour les mêmes raisons que les autres. Juliette Gréco n'a jamais été atteinte du VIH, elle n'est pas morte du sida. Sa vie suit un autre chemin, marqué par la longévité et une certaine stabilité artistique. Alors pourquoi parler d'elle dans cette histoire ? Parce que son nom a parfois été associé, à tort, à cette période et à ces événements. Dans certaines recherches ou listes, des confusions apparaissent, des noms se mélangent, des histoires se croisent, même lorsqu'elles n'ont pas de lien direct. Cela montre une chose importante. Avec le temps, les récits peuvent se déformer. Dans le cas de Juliette Gréco, la réalité est différente. Elle continue à vivre et à travailler pendant des années, bien au-delà de la période la plus dure de l'épidémie. Elle se retire de la scène en 2015 après une carrière exceptionnelle. Elle meurt en 2020, à l'âge de 93 ans, des suites de problèmes cardiaques. Une fin naturelle, loin des drames liés au VIH. Son parcours contraste fortement avec les histoires précédentes. Là où d'autres ont vu leur vie s'arrêter brutalement, elle a eu le temps de créer, d'évoluer, de vieillir. Mais cette différence ne la rend pas étrangère à cette époque. Elle a vécu dans un monde où le VIH a marqué toute une génération. Elle a vu des artistes disparaître, des amis peut-être, des figures du même univers culturel. Même sans être directement touchée, elle fait partie de ce contexte. Son histoire apporte une autre perspective. Elle rappelle que toutes les vies ne suivent pas le même destin, même lorsqu'elles évoluent dans le même milieu. Et surtout, elle met en lumière l'importance de la précision. Car juste après elle, un autre nom apparaît parfois dans ces listes. Un nom qui lui aussi ne correspond pas à la réalité du sujet et qui montre à quel point il est facile de confondre les histoires lorsque l'on ne vérifie pas les faits. Numéro 2. Charlotte Valandry. Charlotte Valandré n'était encore qu'une adolescente lorsque sa vie a basculé pour la première fois. Née à Paris en 1968, elle grandit dans un environnement confortable avant de passer son enfance en Bretagne. Très tôt, elle se distingue par une personnalité forte, curieuse et déterminée. Rien ne semblait pouvoir freiner son élan. À seulement 16 ans, elle décroche un rôle principal dans le film Rouge baiser. Elle y incarne Nadia, une jeune militante dans un contexte politique tendu. Sa performance impressionne immédiatement. Le film est présenté à Berlin et Charlotte reçoit un prix prestigieux. Du jour au lendemain, elle devient l'un des nouveaux visages prometteurs du cinéma français. Mais derrière ce succès fulgurant, une réalité bien plus sombre se prépare. Quelques jours avant ses 18 ans, en 1986, elle apprend qu'elle est séropositive au VIH. Le choc est immense. À cette époque, le virus est encore mal compris. Les tests sont rares, les traitements presque inexistants et la peur domine tout. Pour beaucoup, un tel diagnostic signifie une mort proche. Charlotte aurait pu disparaître des écrans. Elle aurait pu se cacher. Mais elle choisit de continuer, de vivre, de travailler. Pourtant, la maladie commence rapidement à avoir des conséquences concrètes. En 1989, elle perd un rôle important dans le film Noces blanches.
La raison est simple et brutale. Les assurances refusent de couvrir une actrice séropositive. Ce rejet marque un tournant. Le cinéma lui ferme des portes. Elle se tourne alors vers la télévision. Là, elle trouve une certaine stabilité. Elle rejoint la série Les Cordiers, Juge et flic, où elle joue pendant plusieurs années. Ce rôle lui permet de rester présente, de continuer à exercer son métier malgré les obstacles. Pendant ce temps, elle mène un combat silencieux contre la maladie. Les premiers traitements apparaissent, mais ils sont lourds, toxiques et imparfaits. Charlotte les prend, comme beaucoup d'autres, avec l'espoir de gagner du temps. Mais ces médicaments ont un prix. En 2002, elle découvre que son cœur est gravement endommagé. Les traitements qu'elle a suivis pendant des années ont affaibli son organisme. Elle subit des crises cardiaques sévères. Son cœur ne fonctionne presque plus. La situation est critique. En 2003, elle devient la première personne séropositive en France à recevoir une greffe du cœur. C'est un moment historique. L'opération est risquée, mais elle réussit. Charlotte survit. Une nouvelle vie commence. Au lieu de se cacher, elle décide de parler. En 2005, elle publie un livre dans lequel elle révèle tout. La maladie, les peurs, les combats. Le public découvre alors son histoire. Le silence est brisé. Elle devient un symbole de courage et de résilience. Les années passent. Charlotte continue à travailler, à écrire, à apparaître à la télévision. Elle devient aussi une voix importante dans la lutte contre le VIH et dans la sensibilisation aux dons d'organes. Mais son corps reste fragile. En 2008, elle subit un nouvel arrêt cardiaque. Elle survit encore. Toujours en lutte, toujours debout. En 2022, son cœur transplanté arrive à bout de force. Elle doit subir une nouvelle greffe. L'opération a lieu en juin. Mais cette fois, tout ne se passe pas comme prévu. Son corps rejette le nouveau cœur. Son état se dégrade rapidement. Placée dans un coma artificiel, elle communique difficilement avec ses proches. Les jours passent dans l'incertitude. Le 13 juillet 2022, Charlotte Valandré meurt à Paris à 53 ans. Son parcours est différent de celui d'Anne Caudry. Elle n'est pas partie rapidement, elle a résisté pendant des décennies, mais le virus et surtout les conséquences de ses traitements ont fini par la rattraper. Charlotte laisse derrière elle une histoire de lutte, de courage et de parole. Et tandis que certaines ont été touchées par la maladie dans leur vie intime, d'autres l'ont été d'une manière encore plus inattendue, une histoire liée à un scandale qui a marqué toute une nation. Numéro 3. Véronique Geneste. Véronique Geneste est un visage bien connu du public français. Née en 1956, elle construit au fil des années une carrière solide à la télévision et au cinéma. Elle devient particulièrement populaire grâce à ses rôles dans des séries à succès, où elle s'impose par sa présence et son naturel. Contrairement aux autres histoires racontées dans cette série, son parcours n'est pas marqué par la maladie du VIH. Elle n'a jamais été liée au sida, ni de près ni de loin, dans les faits documentés. Et pourtant, son nom apparaît parfois dans des listes ou des recherches associées à ce sujet. Cette confusion peut surprendre. Elle montre à quel point certaines informations peuvent circuler sans être vérifiées. Dans le contexte de l'épidémie, où de nombreuses figures du monde artistique ont été touchées, il est arrivé que des noms soient ajoutés par erreur, simplement parce qu'ils partageaient la même époque ou le même milieu. Dans le cas de Véronique Geneste, il est important d'être clair. Elle est en vie, active et n'a aucun lien connu avec le VIH. Son histoire suit un tout autre chemin. Elle continue à travailler, à apparaître à l'écran, à évoluer dans sa carrière. Elle traverse les années sans être touchée par les drames qui ont marqué tant d'autres artistes. Ce dernier chapitre change donc de ton. Après avoir évoqué plusieurs vies interrompues par la maladie, il rappelle que toutes les trajectoires ne se ressemblent pas. Certaines ont été profondément marquées par l'épidémie, d'autres ont simplement coexisté avec elle, sans en être directement affectées. Mais ce contraste est important. Il permet de mieux comprendre l'ampleur réelle de ce qui s'est passé. L'épidémie du VIH n'a pas été une réalité uniforme. Elle a touché certaines personnes de plein fouet, a épargné d'autres et a laissé derrière elle un mélange complexe d'histoires, de vérités et parfois d'erreurs. Le cas de Véronique Geneste montre aussi une autre chose, la nécessité de vérifier les faits. Dans un sujet aussi sensible, il est essentiel de distinguer ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas. Car derrière chaque nom, il y a une vie réelle, une histoire unique. En regardant l'ensemble de ces parcours, un fil commun apparaît, malgré leurs différences. Celui d'une époque marquée par la peur, le manque d'informations et une maladie qui a profondément bouleversé le monde artistique et bien au-delà. Certaines de ces femmes ont été emportées rapidement, d'autres ont lutté pendant des années. Certaines histoires sont connues,
d'autres restent dans l'ombre, mais toutes participent à une mémoire collective. Une mémoire qui rappelle à quel point la compréhension, la prévention et les avancées médicales sont essentielles. Une mémoire qui montre aussi le chemin parcouru depuis ces années difficiles. Et même si ces chapitres racontent des histoires du passé, leur écho continue encore aujourd'hui, dans la manière dont on parle de la maladie, dont on la combat, et dont on se souvient de celles et ceux qui en ont été victimes. Numéro 4. Cathy Stewart. De son vrai nom, Catherine Patricia Greiner, Cathy Stewart n'a pas eu un parcours ordinaire. Née en 1956 à Royan, elle a grandi loin des projecteurs. Sa jeunesse est marquée par des petits boulots et une certaine instabilité. Rien ne l'a destinée vraiment à devenir une figure connue, encore moins dans un milieu aussi particulier que celui où elle allait évoluer. C'est presque par hasard que tout commence. Alors qu'elle travaille comme vendeuse de glace à Saint-Tropez, elle est remarquée par un réalisateur. Ce moment va changer le cours de sa vie. Très vite, elle entre dans l'univers du cinéma érotique, un secteur en pleine expansion à la fin des années 1970. Sous le nom de Cathy Stewart, elle devient rapidement une actrice très demandée. Elle enchaîne les tournages à un rythme intense. On estime qu'elle a participé à près d'une centaine de films en quelques années seulement. Dans ce milieu, elle se distingue par une certaine aisance devant la caméra et un sens du jeu qui dépasse parfois ce que l'on attend de ce type de production. Elle travaille avec plusieurs réalisateurs connus du genre et partage l'écran avec des figures importantes du cinéma adulte français. À cette époque, ce milieu est à la fois visible et marginal. Il attire, mais il expose aussi. Derrière les caméras, la réalité est souvent plus dure, le rythme de travail est élevé, les conditions ne sont pas toujours idéales et l'environnement peut être instable. Pour Cathy, cette période s'accompagne aussi d'une descente progressive dans la dépendance. La drogue devient une présence constante dans sa vie. Peu à peu, sa carrière ralentit. Au milieu des années 1980, elle disparaît presque complètement des écrans. Le public l'oublie progressivement, comme beaucoup d'autres actrices de ce milieu. Mais les conséquences de ces années restent. Sa santé se détériore. Les informations sur la fin de sa vie sont floues, parfois contradictoires. Certaines sources parlent d'une overdose, d'autres évoquent le sida. Il est probable que les deux réalités aient coexisté, rendant sa situation encore plus fragile. Ce que l'on sait, c'est que le VIH a touché de nombreuses personnes dans ce milieu à cette époque. Le manque de prévention et d'information a contribué à la propagation du virus. Beaucoup ont été contaminés sans vraiment comprendre les risques. Cathy Stewart fait partie de ces victimes. Le 9 août 1994, elle meurt à l'âge de 38 ans, dans une relative discrétion. Sa disparition ne fait pas grand bruit. Elle n'est plus sous les projecteurs depuis longtemps. Pourtant, son histoire reste représentative d'une réalité souvent ignorée. Elle incarne une génération d'actrices prises dans un système intense, parfois brutal, où la célébrité pouvait être rapide mais fragile. Son parcours montre aussi à quel point la frontière entre succès et chute peut être mince. En quelques années, elle est passée de l'ombre à une certaine notoriété avant de retomber dans un silence presque total. Mais derrière cette trajectoire, il y a surtout une réalité humaine, une femme avec ses choix, ses difficultés, ses combats. Et tandis que certaines carrières s'effrondraient sous le poids de la maladie et des excès, d'autres commençaient avec de grandes promesses avant de s'éteindre lentement, loin des regards, dans un isolement presque complet. Numéro 5. Sirpa Lane. Sirpa Lane, née Sirpa Salo, n'était pas française de naissance, mais elle a marqué le cinéma européen d'une manière particulière. Originaire de Finlande, elle voit le jour en 1952. Très tôt, sa beauté attire l'attention. Elle devient mannequin et travaille avec de grands photographes. Son visage apparaît dans des magazines importants et elle se fait une place dans le monde de la mode. Tout semble alors possible. Son passage vers le cinéma se fait naturellement. Elle est remarquée par le réalisateur Roger Vadim qui décide de lui offrir un rôle principal. L'objectif est clair, faire d'elle une nouvelle icône, une figure comparable aux grandes actrices de l'époque. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Son premier grand film ne rencontre pas le succès espéré. Malgré sa présence à l'écran, le public ne suit pas. Dans un milieu aussi compétitif, un échec peut suffire à changer toute une trajectoire. Sirpa continue pourtant. Elle accepte d'autres rôles, souvent dans des films provocants ou controversés. C'est dans ce contexte qu'elle participe à un film qui va marquer sa carrière de manière durable. Une œuvre choquante pour l'époque qui suscite des réactions fortes et attire l'attention, mais pas forcément de la manière qu'elle l'aurait souhaité. Au lieu d'ouvrir les portes du cinéma traditionnel, ce type de rôle l'enferme dans une image. Peu à peu, les propositions changent. Les films deviennent moins ambitieux, plus marginaux. Sa carrière glisse vers des productions de plus en plus éloignées du grand public.
À la fin des années 1970, cette évolution devient claire. Les grandes opportunités se font rares. Sirpa s'éloigne progressivement du cinéma. Contrairement à d'autres, elle ne cherche pas à rester sous les projecteurs. Elle se retire, presque silencieusement. Elle s'installe loin des grandes villes, choisissant une vie plus isolée. Mais cet isolement a un prix. Avec le temps, sa situation devient de plus en plus difficile. Les informations sur ces dernières années sont limitées, mais tout indique une période marquée par la solitude et la maladie. Le VIH, qui touchait alors de nombreuses personnes dans le milieu artistique, fait aussi partie de son histoire. À cette époque, vivre avec ce virus signifiait souvent vivre dans l'ombre. La peur du regard des autres, le manque de compréhension et l'absence de traitement efficace rendaient la situation encore plus lourde. Sirpa vit ces derniers moments loin du public, loin du monde qui l'avait autrefois mis en avant. Le 1er janvier 1999, elle meurt à l'âge de 46 ans, sur une île espagnole où elle s'était retirée. La cause est liée aux complications du sida. Sa disparition passe presque inaperçue. Elle n'est plus la jeune femme promise à une grande carrière, elle n'est plus au centre de l'attention. Pourtant, son histoire reste marquante. Elle montre à quel point certaines trajectoires peuvent basculer, d'un début prometteur à une fin isolée. Son parcours reflète les difficultés d'un système où le succès est fragile et souvent temporaire. Elle rappelle aussi une réalité plus large. L'épidémie de VIH n'a pas touché qu'un seul type de personne. Elle a traversé les milieux, les pays, les parcours de vie. Et tandis que certaines femmes disparaissaient dans le silence, d'autres tentaient de reconstruire leur vie autrement. Parfois loin du cinéma, parfois dans un autre art, mais toujours avec cette même ombre en arrière-plan. 6. Isabelle de Valvert. Isabelle de Valvert a grandi dans un univers artistique. Fille d'un chef d'orchestre et d'une chanteuse, elle est entourée dès l'enfance par la musique, les scènes et les lumières. Cet environnement façonne sa sensibilité et influence très tôt ses choix. Elle ne devient pas artiste par hasard, c'est presque une évidence. Au début des années 1970, elle fait ses premiers pas dans le monde du spectacle. Sa beauté et son charisme attirent rapidement l'attention. Elle pose pour des magazines et commence à se faire remarquer. Cette visibilité lui ouvre les portes du cinéma, notamment en Italie, où elle décroche ses premiers rôles. Sa carrière prend un tournant important lorsqu'elle participe à une adaptation télévisée du célèbre roman Le Comte de Monte Cristo. Elle y joue un rôle marquant dans une production internationale qui lui apporte une certaine reconnaissance. Pendant un moment, tout semble aligné pour qu'elle poursuive sur cette lancée. Mais Isabelle ne suit pas le chemin attendu. Au lieu de s'accrocher au cinéma, elle s'en éloigne progressivement. Le monde du film, avec ses exigences et ses contraintes, ne correspond plus à ce qu'elle recherche. Elle choisit alors de revenir à une passion plus personnelle, la musique. Elle se tourne vers le jazz. Ce choix n'est pas anodin. Le jazz lui permet une forme de liberté, d'expression intime, loin des regards constants du cinéma. Elle chante en plusieurs langues, explore différents styles et construit une nouvelle identité artistique. Ce changement marque une seconde phase dans sa vie, moins exposée mais plus authentique. Cependant, comme pour d'autres femmes de cette époque, une réalité plus sombre finit par apparaître. Les informations sur sa vie privée restent limitées. On ne sait pas exactement comment ni quand elle a contracté le VIH. Ce silence est fréquent à cette période. La maladie est encore entourée de peurs et de tabous. Isabelle continue malgré tout. Elle poursuit sa musique, son chemin, autant que possible. Mais le virus progresse. Lentement, il affaiblit son corps. À la fin des années 1980, les traitements restent très limités. Les personnes atteintes du VIH ont peu d'options. Chaque infection devient dangereuse, chaque complication peut devenir fatale. Isabelle fait face à cette situation avec discrétion. Contrairement à d'autres figures plus médiatisées, son combat reste en grande partie invisible. En 1990, à Paris, elle meurt des suites du sida, à environ 40 ans. Sa disparition ne fait pas grand bruit, elle n'est plus sous les projecteurs depuis longtemps. Pourtant, son parcours mérite d'être rappelé. Elle représente ces artistes qui ont choisi une autre voie, loin du succès traditionnel, mais qui ont été rattrapés par une réalité qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Son histoire est aussi celle du silence, celui qui entoure la maladie, celui qui empêche parfois de comprendre, d'aider, de soutenir. Mais même dans ce silence, il reste des traces, des chansons, des souvenirs, des moments partagés avec ceux qui l'ont connu. Et tandis que certaines histoires restent discrètes, d'autres vont être liées à des figures beaucoup plus médiatisées. Des relations intenses, artistiques et personnelles qui vont marquer profondément toute une génération. Numéro 7. Corinne Blou. Corinne Blou n'était pas une star au sens classique du terme.
Elle travaillait souvent dans l'ombre, là où les projets prennent forme, avant d'arriver au public. Actrice, metteuse en scène et coach, elle jouait un rôle essentiel dans le monde artistique, même si son nom restait moins connu que celui des grandes figures du cinéma. Son parcours est profondément lié à une personne en particulier, Cyril Collard. Leur rencontre remonte aux années 1980, une époque où beaucoup de choses étaient encore floues, notamment autour du VIH. Entre eux, la relation est à la fois personnelle et artistique. Ils partagent des idées, des projets, une vision du monde. Corinne ne se contente pas d'être présente, elle s'implique pleinement. Elle accompagne, conseille, soutient. Dans le projet Les Nuits Fauves, elle joue un rôle clé en coulisses. Certains la décrivent comme une véritable force motrice, celle qui aide à faire exister le film. Mais cette proximité a aussi des conséquences. À une époque où les tests n'existent pas encore de manière fiable, où la prévention est limitée, les risques sont mal compris. Corinne contracte le VIH. Comme pour beaucoup d'autres, les circonstances exactes ne sont pas clairement établies. La maladie entre alors dans sa vie, en silence. Mais ce n'est pas le seul drame qu'elle doit affronter. Son frère, Denis, qu'elle admirait profondément, meurt lui aussi du sida. Cette double épreuve marque profondément Corinne. La maladie n'est plus seulement une réalité personnelle, elle devient une présence constante dans son entourage. En 1993, Cyril Collard meurt à son tour. Sa disparition provoque une onde de choc en France. Il était devenu une voix importante, notamment en parlant ouvertement de sa séropositivité. Pour Corinne, cette perte est immense. Elle perd un compagnon, un collaborateur, une part importante de sa vie. Mais elle ne disparaît pas pour autant. Au contraire, elle choisit de raconter. En 1995, elle publie un livre dans lequel elle revient sur cette relation, sur la création artistique et sur la maladie. Ce témoignage permet de mieux comprendre ce qu'elle a vécu, de l'intérieur. Contrairement à d'autres noms associés à cette période, la suite de son histoire reste floue. Elle continue à travailler, notamment comme coach d'acteurs. Elle avance malgré tout. Ce qui rend son cas particulier, c'est l'incertitude. On sait qu'elle a été touchée par le VIH, on sait qu'elle a vécu avec cette réalité pendant des années, mais on ne sait pas clairement ce qu'il est advenu d'elle par la suite. Et cette absence d'information en dit long. Elle rappelle que toutes les histoires ne sont pas connues, que toutes les vies ne sont pas documentées de la même manière. Certaines restent incomplètes, fragmentées, comme suspendues dans le temps. Corinne Blue représente aussi ceux qui ont vécu avec la maladie sans être sous les projecteurs, ceux dont le combat n'a pas été médiatisé, mais qui ont pourtant traversé les mêmes épreuves. Son histoire ne termine pas vraiment, elle reste ouverte, marquée par des zones d'ombre. Mais juste à côté d'elle, dans cette même période, une autre figure va émerger avec une force particulière, quelqu'un qui va parler, créer, provoquer et marquer profondément les esprits avant de disparaître brutalement. Numéro 8, Cyril Collard. Cyril Collard n'était pas seulement un artiste, il était une voix forte, libre, parfois dérangeante mais toujours sincère. Né en 1957 à Paris, il grandit dans un environnement structuré, avec un père ingénieur et une mère issue du monde de la mode. Très tôt, il montre une intelligence vive et une curiosité intense. Son parcours commence de manière classique. Il fait des études brillantes, entre dans une grande école d'ingénieurs. Tout semble tracé. Pourtant, quelque chose en lui refuse cette voie. Il quitte ce chemin pour suivre une autre direction, plus incertaine, mais plus fidèle à ce qu'il ressent. Il se tourne vers le cinéma, la musique, l'écriture. Il apprend sur le terrain, travaille comme assistant, explore différents aspects de la création. Peu à peu, il construit son univers, un univers personnel, marqué par ses expériences, ses émotions, ses contradictions. À la fin des années 80, il publie un roman, Les Nuits Fauves. Le livre attire l'attention. Il y raconte une vie intense, faite de relations, de liberté, mais aussi de risques. Le texte est direct, sans filtre. Il ne cherche pas à plaire, il cherche à dire. Et il dit beaucoup. En 1989, il fait quelque chose de rare pour l'époque. Il révèle publiquement qu'il est séropositif. Ce geste est fort. À ce moment-là, peu de personnalités osent parler ouvertement du VIH. Le silence est encore la règle. Lui choisit l'inverse. Cette prise de parole change tout. Cyril ne se contente pas d'écrire. Il décide d'adapter son roman au cinéma. En 1992, il réalise et joue dans Les Nuits Fauves. Le film reprend les thèmes du livre avec la même intensité. Il montre une réalité crue, sans détour.
la bisexualité, la maladie, les excès, les contradictions humaines, tout est exposé. Le film provoque des réactions, il dérange, il questionne, mais il ne laisse personne indifférent. Il devient un sujet de débat dans toute la France. Mais pendant que le film se fait connaître, la santé de Cyril se dégrade. Le VIH progresse rapidement. À cette époque, les traitements ne permettent pas encore de contrôler efficacement la maladie. Les derniers mois de sa vie sont marqués par une fatigue extrême, des complications, une lutte constante. Malgré cela, il continue, jusqu'au bout. Le 5 mars 1993, Cyril Collard meurt à l'âge de 35 ans. 3 jours plus tard, lors de la cérémonie des Césars, son film reçoit plusieurs récompenses importantes, dont celle du meilleur film. C'est une reconnaissance forte, mais elle arrive trop tard. Sa mort provoque une émotion immense. Des milliers de personnes se rassemblent. Son nom devient symbole, celui d'une génération confrontée à une réalité difficile, celui d'un artiste qui a choisi de ne pas se taire. Mais son histoire ne s'arrête pas à son œuvre. Après sa disparition, des discussions émergent sur ses choix, sur ses relations, sur les risques qu'il a pris. Certaines polémiques apparaissent, rappelant que la réalité est souvent complexe, jamais entièrement simple. Cyril Collard laisse derrière lui une trace profonde, pas seulement dans le cinéma, mais dans la manière de parler du VIH. Il a contribué à briser un silence, à ouvrir un débat. Son parcours croise celui de Corinne Blou et celui de beaucoup d'autres, des vies liées par l'art, par la maladie, par une époque particulière. Mais toutes les personnes associées à cette période n'ont pas été touchées de la même manière. Certaines ont été liées à ces histoires sans être elles-mêmes atteintes, et c'est là que la suite prend un tournant inattendu. Numéro 9. Brigitte Jaffredou. Brigitte Jaffredou n'était pas une actrice. Elle n'était pas célèbre. Elle ne cherchait pas la lumière. Pourtant, son histoire est devenue l'une des plus marquantes de cette époque. Non pas à cause d'une carrière artistique, mais à cause d'un drame qui a touché des milliers de personnes en France. Elle était une femme ordinaire, une vie simple comme tant d'autres. Rien ne la destinait à entrer dans l'histoire. Et pourtant, tout a basculé à cause d'un geste médical censé la sauver. En 1984, Brigitte reçoit une transfusion sanguine lors d'un traitement. À ce moment-là, le monde médical est encore en retard face à une menace invisible. Le VIH existe déjà, mais les tests de dépistage ne sont pas encore systématiques. Le sang utilisé n'est pas toujours contrôlé. Ce que Brigitte ignore, c'est que cette transfusion contient le virus. Le danger est silencieux, invisible. Elle continue sa vie sans savoir que tout a changé. Pendant un certain temps, rien ne semble anormal. Mais peu à peu, la maladie s'installe, lentement, sans bruit. À cette époque, les connaissances sur le VIH sont limitées. Les patients ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive. Les médecins eux-mêmes manquent d'informations et de solutions. Il n'existe pas encore de traitement efficace. Pour Brigitte, comme pour tant d'autres, le diagnostic arrive trop tard. Et avec lui, une réalité difficile à accepter. La maladie va progresser sans véritable moyen de l'arrêter. Mais son cas ne reste pas isolé. Très vite, d'autres situations similaires apparaissent. Des patients, des hémophiles, des personnes ayant reçu des transfusions, tous commencent à être touchés par le même virus. Une inquiétude grandit, puis une colère. Ce qui semblait être une série de cas isolés devient un scandale national. On découvre que du sang contaminé a été distribué en France alors même que les risques étaient déjà connus dans certains milieux scientifiques. Des décisions ont été prises trop lentement. Des mesures n'ont pas été appliquées à temps. Pour les victimes, c'est une double peine. Non seulement elles sont malades, mais elles le sont à cause d'un système censé les protéger. Brigitte devient alors, malgré elle, un symbole de cette tragédie. Son histoire représente celle de nombreuses autres personnes contaminées de la même manière. Elle incarne l'injustice, l'incompréhension et la douleur silencieuse de toute une génération de patients. Au fil des années, sa santé se dégrade. Comme pour les autres victimes du VIH à cette époque, les options médicales sont très limitées. Chaque infection devient un danger. Chaque complication peut être fatale. Elle lutte comme elle peut, mais la maladie ne recule pas. En 1991, à l'âge de 34 ans, Brigitte Jaffredou meurt des suites du sida. Sa disparition n'est pas seulement une perte individuelle, elle s'inscrit dans une crise plus large qui va bouleverser la France. Des enquêtes sont ouvertes, des responsabilités sont recherchées. Le scandale du sang contaminé devient l'un des plus grands de l'histoire du pays.
Des procès ont lieu, des responsables du système de la santé sont condamnés, mais pour les victimes et leurs familles, aucune décision ne peut effacer ce qui s'est passé. L'histoire de Brigitte rappelle une chose essentielle. Parfois, le danger ne vient pas de choix personnels, mais d'erreurs collectives. Et tandis que certaines victimes ont été touchées sans le savoir, d'autres évoluaient dans des milieux où les risques étaient omniprésents, un univers où la lumière cachait souvent des réalités beaucoup plus sombres. Numéro 10, Anne Caudry. Anne Caudry est née avec un nom long et chargé d'histoire. Anne-Marie Louise Jehanne Bernanos. Depuis son plus jeune âge, le poids de sa famille était impossible à ignorer. Petite fille du célèbre écrivain Georges Bernanos, elle a grandi entourée de livres, d'idées et de conversations profondes. Son enfance, passée dans des milieux intellectuels, semblait indiquer un destin lié à la culture, mais personne ne pouvait prévoir le chemin que prendrait sa vie. Très jeune, Anne a trouvé dans le théâtre et le cinéma un moyen de s'exprimer. Elle possédait une sensibilité particulière, quelque chose qui donnait à chacun de ses personnages une vie unique. En 1979, elle fait ses débuts dans le cinéma dans Confidence pour Confidence. Ce n'était que le début, mais elle montrait déjà une présence remarquable. Dans les années qui ont suivi, Anne a construit une carrière solide, bien que discrète. Elle a participé à des films et à des pièces de théâtre, travaillant avec des noms respectés du milieu artistique français. Sur scène, elle se donnait entièrement. À l'écran, elle avait une délicatesse qui contrastait avec l'intensité de ses rôles. Elle n'était pas une star au sens traditionnel, mais elle était respectée par ceux qui connaissaient vraiment son travail. C'est aussi à cette époque qu'elle a rencontré Rémi Laurent. Le lien entre eux a été immédiat. Rémi était déjà connu du public, notamment pour son rôle dans La Cage aux folles. Ensemble, ils formaient un couple jeune, talentueux et plein de vie. Mais derrière cette apparence, il y avait quelque chose que ni l'un ni l'autre ne comprenaient vraiment. Au cours des années 1980, le monde a commencé à entendre parler d'une nouvelle maladie. Au début, il y avait de la peur, de la désinformation et du silence. On savait très peu de choses sur le VIH. Pour beaucoup, c'était quelque chose de lointain, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Anne et Rémi ont été directement touchés par cette réalité. On ne sait pas exactement comment cela s'est produit. L'origine de l'infection n'a jamais été confirmée publiquement. Ce qu'on sait, c'est qu'ils ont tous les deux contracté le virus à une époque où les traitements étaient pratiquement inexistants. Recevoir ce diagnostic, à ce moment-là, équivalait presque à une condamnation. Malgré cela, Anne a continué. Elle a continué à travailler, à jouer, à vivre. Mais peu à peu, son corps a commencé à changer. La maladie progressait de manière silencieuse, mais implacable. Les complications devenaient de plus en plus fréquentes, la fatigue augmentait, la force diminuait. Rémi est mort en 1989. Cette perte a été dévastatrice. Pour Anne, ce n'était pas seulement la douleur de perdre son compagnon, c'était aussi le reflet de ce qui pouvait lui arriver. Pourtant, elle a continué à avancer, comme elle le pouvait. Dans les dernières années de sa vie, Anne a affronté le sida à une époque où la médecine n'avait encore pas de réponse efficace. Chaque jour était un combat, chaque geste demandait un effort. Et malgré tout, il y avait une dignité silencieuse dans la manière dont elle faisait face à tout cela. Le 23 août 1991, à Paris, Anne Caudry est morte à l'âge de 34 ans. La cause était liée aux complications du sida, une maladie qui, à cette époque, a emporté tant de vies, dans le milieu artistique comme ailleurs. Sa mort, ainsi que celle de Rémi Laurent, est devenue le symbole d'une génération marquée par l'épidémie, non seulement par la souffrance, mais aussi par le silence et le manque de compréhension qui régnait alors. Anne a été enterrée aux côtés de son grand-père, dans un geste qui semble refermer un cycle, celui de la famille, de l'histoire, de la mémoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, car tandis que certaines vies s'éteignaient rapidement, d'autres continuaient à lutter pendant des décennies contre le même virus. Et la prochaine histoire en est la preuve. La célébrité protège de beaucoup de choses, mais pas de tout. Ces 10 femmes russes ont vécu au sommet du monde et ont affronté en silence l'une des batailles les plus dures qu'un être humain puisse mener. Leurs histoires prouvent que le sida n'a pas de visage, pas d'adresse et ne fait aucune exception. Que cette vidéo serve non seulement à se souvenir, mais aussi à faire réfléchir. Maintenant, je veux vous entendre. Laissez votre commentaire ci-dessous. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo ? Connaissiez-vous certaines de ces histoires ? Votre avis est très important et fait toute la différence pour aider cette chaîne à grandir encore davantage. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour être le premier informé lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Partagez également avec quelqu'un qui a besoin de voir cela. À la prochaine vidéo.